Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de capsulite rétractile. Alors, tout d'abord, quelques généralités. La capsulite rétractile est caractérisée par un enrôdissement progressif et initialement douloureux de l'articulation gléno-humérale. Pour certains auteurs, la capsulite rétractile fait partie des algodystrophies réflexes. Le nom le plus courant donné à la capsulite rétractile, est l'épaule gelée ou frozen shoulder. Elle peut être primitive ou constituer la phase froide d'un syndrome algodystrophique de l'épaule. Elle peut également être secondaire à un conflit de la coiffe, ce qui peut retarder le diagnostic. Les signes cliniques de la capsulite rétractile sont une douleur spontanée, douleur accentuée à la mobilisation de l'épaule, et une restriction de la mobilité passive de l'épaule dans toutes les amplitudes, mais plus particulièrement dans les amplitudes de rotation, rotation médiale et rotation latérale. En complément, les amplitudes d'abduction ou d'élévation antérieure sont également restreintes. Au niveau physiopathologique, nous commençons à mieux comprendre ce qu'il se produit lors de l'apparition de ce syndrome de capsulite. Il existe une diminution du volume de la cavité articulaire qui a été montrée par plusieurs auteurs et qui est confirmée par les arthroscanners. Il existe également une perturbation de la bourse sous-acromiale, de la bourse subscapulaire et de la gaine du long biceps. À ce niveau, il existe des inflammations importantes au niveau tissulaire. Ces inflammations tissulaires touchent également la capsule articulaire, les différentes bourses, comme nous venons de le voir, également les ligaments de l'épaule, notamment le ligament coraco-huméral. À leur niveau, il existe une prolifération en fibroblastes et en myofibroblastes, mais également la présence de protéines contractiles. Certains auteurs ont pu mettre en évidence en complément une modification au niveau plasmatique avec une augmentation de la teneur en substance P. Alors, le traitement de la capsulite rétractile, il est à la fois médical et kinésithérapique. Évidemment, dans ce diaporama, nous parlerons essentiellement des aspects kinésithérapiques. Il est toutefois intéressant de comprendre que le traitement médical peut comprendre l'absorption d'antalgiques, paracétamol ou paracétamol complété de codéine, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le traitement médical comprend également un certain nombre de gestes, notamment des injections intra-articulaires de corticostéroïdes, peut comprendre des mobilisations sous anesthésie locale ou loco-régionale, peut comprendre la libération capsulaire sous arthroscopie, avec un débridage sous arthroscopie, et enfin, l'autre type de traitement médical peut être la distension capsulaire ou hydrodilatation, visant à augmenter le volume capsulaire. Alors, l'évolution de la capsulite rétractile est en général bon, donc on peut conclure que le pronostic est en général favorable. Par contre, l'évolution est très souvent lente et peut atteindre des durées de 18 à 24 mois, ce qui explique le stress que peuvent vivre les patients face à cette évolution très lente et très longue. Certains auteurs ont jadis évoqué des terrains propices au développement, notamment la notion de choc psychologique, licenciement, deuil, divorce, des contextes anxieux ou dépressifs, et enfin un diabète. Pour les premiers points, ils sont aujourd'hui très questionnés par la communauté médicale, compte tenu du manque de preuves scientifiques quant à leur lien. Au niveau de la phase antalgique ou phase primaire, nous pouvons recommander un certain nombre d'examens kinésithérapiques et un certain nombre de traitements kinésithérapiques. L'objectif de l'examen kinésithérapique va être de rechercher les causes de la capsulite rétractile, d'évaluer la douleur, notamment en cotant cette douleur à l'aide de l'échelle visuelle analogique, d'examiner l'état tégumentaire à la recherche de signes d'inflammation,
et enfin d'examiner au niveau articulaire et musculaire l'ensemble du complexe de l'épaule, mais au-delà l'ensemble du rachis cervical, du rachis thoracique, et essayer de coter le déficit fonctionnel, notamment à l'aide du score de Constant. Le traitement kinésithérapique lors de cette phase antalgique est relativement limité puisqu'il va essentiellement chercher à limiter les facteurs douloureux en étant prudent au niveau de la mobilisation de manière à ne pas entretenir l'inflammation de l'épaule. On note donc un certain nombre de traitements habituellement pratiqués, la cryothérapie, le TENS, ou les autres traitements électrothérapiques de basse fréquence, et enfin une mobilisation infradouloureuse. À ce stade, il est surtout important de faire comprendre aux patients que l'immobilité est un facteur défavorable et qu'il va être intéressant de conserver le maximum de mobilité dans la vie de tous les jours, mais en prenant garde de ne pas accentuer les phénomènes inflammatoires. À la phase de raideur, qui est souvent la phase dans laquelle les patients sont confiés au kinésithérapeute, l'examen kinésithérapique va reprendre un certain nombre de points que nous avons vus précédemment. Il va s'agir notamment de faire l'anamnèse et de prendre connaissance du traitement médical ou des traitements médicaux qui ont été mis en route, que nous avons vu il y a quelques diapositives, traitements médicamenteux ou gestes médicaux. Au niveau de la douleur, la cotation va être effectuée comme lors de la phase précédente à l'aide de l'échelle visuelle analogique, mais il va être aussi et surtout intéressant de bien noter les horaires de la douleur et quels sont les mouvements qui déclenchent les phénomènes douloureux. L'examen tégumentaire va être réalisé à la fois pour chercher d'éventuelles modifications au niveau de ces téguments, mais également pour noter les phénomènes inflammatoires. Un examen morphostatique va également être pratiqué. À cette phase, le kinésithérapeute va rechercher un certain nombre de drapeaux rouges qui pourraient réorienter le diagnostic et aider le médecin à réorienter son diagnostic. Alors, les phénomènes ou facteurs qui vont confirmer le diagnostic, que nous voyons ici à gauche, c'est que la capsulite rétractile apparaît généralement à un âge compris entre 40 et 65 ans, c'est-à-dire en pleine période d'activité professionnelle. Ce qu'il est habituel de constater, c'est que le patient va rapporter une installation graduelle, progressive de la douleur et également de la raideur, pouvant faire notifier au patient que c'est apparu de manière un peu sournoise, sans qu'il ait pu réellement s'apercevoir de ces restrictions. La douleur et la raideur limitent très généralement et perturbent le sommeil et vont limiter un certain nombre de gestes comme la toilette, l'habillage et les prises, notamment les prises en hauteur. La mobilité passive de la gléno-humérale va être réduite dans différentes directions. La rotation externe, rotation latérale, est généralement l'amplitude la plus limitée et est considérée généralement comme l'amplitude caractéristique qui est réduite dans la capsulite rétractile. Cette amplitude de rotation externe va être encore plus réduite dans une position d'adduction du bras. Les amplitudes de rotation médiale et latérale sont plus réduites également lorsque l'humérus est en position d'abduction de 45 à 90 degrés. Les mouvements passifs dans les amplitudes complètes de la glénomérale vont reproduire les douleurs et le patient va vraiment pouvoir confirmer au kinésithérapeute que c'est la douleur habituelle qu'il ressent au niveau de son épaule. Lors de l'examen plus précis de l'épaule, le kinésithérapeute ou le médecin vont pouvoir s'apercevoir que les glissements et les mouvements accessoires de l'épaule sont réduits dans toutes les directions,
par exemple le glissement inférieur associé à l'abduction ou le glissement antérieur associé à la rotation latérale. Donc tous ces signes confirment le diagnostic d'épaule douloureuse raide et plus particulièrement de capsulite rétractile. À l'inverse, un certain nombre de signes vont laisser évoquer un diagnostic différentiel. C'est particulièrement le cas si les amplitudes au niveau de l'épaule sont normales et qu'il ne s'agit que d'un syndrome douloureux. La présence de signes radiologiques d'arthrose gléno-humérale doivent imposer une réflexion sur le diagnostic. De la même manière, des amplitudes de rotation externe et interne augmentées quand l'humérus est abducté à 45 ou à 90 degrés doivent reposer le diagnostic. La douleur rapportée du patient, quand le kinésithérapeute palpe les structures myofaciales du subscapulaire, doivent là encore questionner. L'autre catégorie de diagnostic différentiel sont les pathologies d'origine nerveuse. Nous pourrons en trouver ou en citer deux catégories, notamment lorsque la mise en tension du membre supérieur, notamment par les tests style Upper Limb Neural Test, tels que décrits par Butler, vont reproduire les douleurs décrites par le patient. La palpation douloureuse au niveau nerveux est également un facteur de diagnostic différentiel. Passé cette élimination des drapeaux rouges, l'examen articulaire va être un moment essentiel de l'examen du patient atteint de capsulite rétractile. Il va concerner de manière analytique les articulations sternoclaviculaires et acromioclaviculaires, de manière à pouvoir évaluer des modifications de la mobilité du complexe de l'épaule. Il va concerner l'examen du rachis cervical et thoracique à la recherche de limitation d'amplitude, et il va concerner les deux articulations principales de l'épaule, l'articulation scapulo-thoracique qui généralement ne présente pas d'hypomobilité majeure, et l'articulation glénomérale qui est le siège de la pathologie, donc qui généralement est très restreinte dans l'ensemble des amplitudes, comme nous l'avons vu précédemment, mais également dans les mouvements accessoires, notamment les mouvements de glissement. En complément de cet examen articulaire, il est important de réaliser un examen musculaire. Plusieurs choses vont être recherchées. À la fois les contractures associées, notamment au niveau du trapèze supérieur, qui cherchent à compenser la faiblesse de mobilité en abduction, en élévation, mais également d'éventuelles amyotrophies, notamment quand la pathologie a évolué depuis plusieurs mois, ce qui peut se retrouver sur à peu près la plupart des muscles du moignon de l'épaule. De manière à identifier ces faiblesses musculaires, il est intéressant de pratiquer des break tests en symétrique, notamment sur les gros groupes musculaires d'abduction, d'élévation antérieure, d'adduction, d'extension de l'épaule ou de rotation. L'extensibilité des différents muscles de l'épaule va être évaluée. Les muscles les plus particulièrement concernés par une hypoextensibilité en relation avec la capsulite rétractile vont être les muscles adducteurs de l'épaule qui, secondairement à l'atteinte de la capsule, peuvent se rétracter, non pas en lien direct avec la pathologie, mais du fait d'une non-utilisation et d'une non-mise en position d'extension ou d'étirement maximum. Nous pensons particulièrement au grand pectoral et au grand dorsal qui peuvent être en situation d'hypoextensibilité. Au niveau musculaire, il y a un autre élément à évaluer, c'est la capacité proprioceptive, notamment pendant la phase de récupération, où il est fréquent de constater que les patients ont du mal à maintenir musculairement et à contrôler une position
pour peu que cette position soit une position récemment récupérée. Donc ça va généralement être les positions d'élévation qui vont souffrir d'un manque de capacité proprioceptive, d'un manque de capacité de contrôle. L'examen kinésithérapique va être conclu par un examen fonctionnel qui va chercher à évaluer les différents gestes habituels réalisés, main-bouche, main-front, main-tête, main-nuque, par exemple, va chercher également à évaluer quelles sont les activités de la vie quotidienne, donc les AVQ, qui vont être limitées, restreintes ou empêchées par la capsulite rétractive. Cet examen fonctionnel va être adapté en fonction de l'activité professionnelle du sujet ou éventuellement de l'activité sportive de ce même sujet. Il est important de noter quelles sont les restrictions de la participation à la vie sociale qui sont induites par la pathologie, de manière à bien appréhender toutes les conséquences de la capsulite rétractile sur la vie du sujet. Certains nombres d'éléments diagnostiques vont permettre d'évaluer l'irritabilité ou le niveau d'irritabilité du sujet. Alors, il va être noté une forte irritabilité face à un niveau de douleur important coté à plus de 7 sur 10 à l'échelle visuelle analogique. Les douleurs permanentes la nuit et au repos, un niveau élevé de handicap, objectivé par des outils standardisés, une douleur souvenant avant la fin de l'amplitude, à la fois pour les mouvements actifs et les mouvements passifs, et enfin une mobilité active significativement plus faible à la mobilité passive, du fait de la douleur, sont des signes d'une irritabilité importante de la capsule. Une irritabilité modérée va, elle, être caractérisée par une douleur plus faible que précédemment, donc comprise entre 4 et 6 sur 10 à l'échelle visuelle analogique, une douleur non plus permanente mais intermittente, la nuit ou au repos, un niveau plus modéré de handicap, évalué par des outils standardisés, style le score de Constant, une douleur qui ne survient qu'en fin d'amplitude, lors des mouvements actifs et passifs, et enfin une mobilité active égale à la mobilité passive. Enfin, nous pourrons considérer que la capsule et l'épaule sont dans un contexte de faible irritabilité, donc plus favorable, lorsque la douleur exprimée est inférieure ou égale à 3 sur 10, qu'il n'y a pas de douleur la nuit ou au repos, lorsque nous sommes à un minimum de handicap objectivé, et qu'enfin les douleurs ne surviennent qu'en fin d'amplitude de mouvements passifs, lorsque l'on cherche à aller vraiment à l'extrême, voire à accentuer la mobilité. Enfin, le dernier point est une amplitude de mobilité active parfaitement égale à l'amplitude de mobilité passive. Le traitement kinésithérapique. Alors, le premier élément du traitement kinésithérapique, c'est le massage. Il va en fait agir de façon indirecte en préparant les techniques articulaires et en permettant de prendre contact avec le patient. Il va concerner toute la région de l'épaule et s'étendre sur la région cervicale, mais également sur les muscles adducteurs de l'épaule, grand pectoral et grand dorsal en particulier. Au-delà de cette technique de massage qui est quand même adjuvante au traitement, le cœur des techniques va être les techniques articulaires, avec particulièrement les techniques de mobilisation spécifiques qui ont été décrites par nombre d'auteurs, notamment les techniques de glissement associé. Nous pouvons voir là dans ces dessins, à gauche, des techniques dites
de décoaptation de la capsule, cherchant à augmenter le volume capsulaire. À titre d'exemple, que l'on peut réaliser dans différentes positions. Alors sur la figure de droite, nous pouvons voir l'association entre les glissements automatiques de l'épaule associés aux grandes amplitudes, glissement inférieur associé à l'amplitude d'abduction, glissement antérieur associé à une amplitude de rotation latérale ou externe, et enfin glissement postérieur associé à une amplitude de rotation médiale ou interne. Au niveau des techniques articulaires, les mobilisations actives contrôlées, les mobilisations actives en balnéothérapie et les automobilisations vont également constituer un élément important du traitement visant à retrouver une amplitude fonctionnelle au niveau de la gléno-hémérale. Dans cette catégorie, nous retrouvons les exercices d'automobilisation, soit aidés d'un point fixe extérieur, auquel cas le sujet va se mouvoir en maintenant l'extrémité du membre ou la partie distale du membre supérieur accrochée à ce point fixe. Donc dans la figure de gauche, on peut deviner une patiente qui réalise un exercice de flexion des membres inférieurs en maintenant la main posée sur un meuble. Donc c'est un exercice que le patient peut tout à fait réaliser tout seul chez lui en supplément des séances. Dans la même catégorie, on peut retrouver des exercices où le sujet est coude au corps, bras fléchis à 90 degrés et va utiliser un montant de porte et réaliser une mobilisation du tronc en gardant la main sur un point fixe, soit pour exercer une rotation interne, soit plus couramment pour exercer une rotation externe. Sur la figure de droite, nous pouvons voir des exercices très classiques d'automobilisation à partir du membre supérieur sain, soit main dans la main, soit au contraire à l'aide ou en complément à l'aide d'un bâton ou d'un manche à balai. En complément de ces exercices de mobilisation, il va être réalisé un traitement antalgique qui va être inclus entre ces différentes techniques. Nous retrouvons, comme nous l'avons vu pendant la phase algique, des techniques de massage visant à diminuer la douleur mais également à lever des contractures musculaires, des techniques de thermothérapie, soit avec des packs chauds, soit avec des packs froids, le but étant là encore de réduire les phénomènes algiques, et enfin de l'électrothérapie antalgique, notamment avec des courants de basse fréquence, voire de très basse fréquence. En plus de toutes ces techniques, des techniques à visée musculaire, notamment quand les amplitudes articulaires seront en phase de récupération, vont être pratiquées. On retrouve d'une part des exercices de recentrage actif de l'épaule, des exercices de renforcement des rotateurs, à la fois les rotateurs latéraux et les rotateurs médiaux, et des exercices d'étirement particulièrement importants pour ce qui concerne les adducteurs de l'épaule. Rappelons, comme nous l'avons vu il y a quelques diapositives, que le grand pectoral et le grand dorsal en particulier peuvent souffrir d'un manque d'extensibilité suite à leur non-utilisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Enfin, pour compléter le traitement kinésithérapique, il peut être proposé des techniques à visée sensorimotrice, cherchant à travailler le rythme scapulo-huméral, de manière à redonner une bonne cinétique de l'épaule, avec un bon équilibre entre la mobilité scapulo-thoracique et la mobilité scapulo-humérale, et enfin des exercices de reprogrammation neuromusculaire, notamment dans les amplitudes hautes fraîchement récupérées. Comme nous le disions tout à l'heure, il est assez courant de voir des patients qui ont du mal, non pas à aller dans une position haute, mais à maintenir leur membre supérieur dans une position d'élévation. Il va être très intéressant de retravailler le contrôle du maintien du membre supérieur dans ces positions fraîchement récupérées.
Tous ces exercices vont chercher également à réintégrer dans la fonction de tous les jours les amplitudes nouvellement récupérées de manière à ce que le sujet s'auto-entretienne par son activité fonctionnelle quotidienne. Les collaborateurs ont proposé une adaptation de ces différentes techniques selon l'importance de la douleur, donc correspondant aux différents stades d'irritabilité que nous avons vus tout à l'heure. Face à une douleur importante, les collaborateurs proposent d'appliquer de la chaleur de façon à diminuer la douleur et à réaliser des stimulations électriques à partir de courants de basse fréquence, là encore de manière à avoir un effet antalgique. Des soins auto-administrés, un entraînement à domicile va être proposé avec une éducation du patient de manière à modifier les positions de confort et les activités et de manière à viser à limiter l'inflammation des tissus et à limiter la douleur. Des techniques de thérapie manuelle vont pouvoir être proposées, mais avec une faible intensité et vont se centrer sur les mouvements accessoires et les mouvements non douloureux, de manière à entretenir l'extensibilité de la capsule. Enfin, des exercices de mobilité vont être proposés, exercices de mobilisation passive tout en restant dans des amplitudes infradouloureuses, et des exercices de mobilisation active aidée, comme nous l'avons vu il y a quelques diapositives, soit en utilisant un point fixe, soit en s'aidant du membre supérieur contralatéral, tout en restant dans des amplitudes, là encore, infradouloureuses. Face à des douleurs modérées, les collaborateurs, dans leurs recommandations de bonne pratique, proposent de réaliser, comme à la phase précédente, l'application de chaleur, l'application de courants de basse fréquence, proposent de réaliser des exercices éducatifs de patients visant à entretenir des amplitudes qui vont permettre de mobiliser l'épaule dans une amplitude la plus complète possible et de maintenir une fonction la plus complète possible, tout en évitant l'inflammation des tissus et les phénomènes douloureux. Comme à la phase de douleur importante, il est proposé de réaliser des mobilisations articulaires, mais cette fois-ci l'intensité va pouvoir être un petit peu plus importante tout en restant modérée et va pouvoir se prolonger dans le temps, tout en évitant toutefois de reproduire une inflammation des tissus et des phénomènes douloureux. Vont être ajoutés à la phase précédente des exercices d'étirement, notamment au niveau des muscles adducteurs de l'épaule, mais également au niveau de la capsule articulaire. Et il va également être proposé des exercices à visée neuromusculaire qui vont chercher à réintégrer la mobilité de l'épaule, particulièrement la mobilité scapulo-humérale, dans les activités d'élévation du membre supérieur ou de rotation latérale du membre supérieur. Enfin, face à une douleur faible, les auteurs proposent une éducation du patient visant à progresser et utiliser des amplitudes de plus en plus importantes chaque jour lors des activités fonctionnelles ou de loisirs. Ils vont proposer des exercices de thérapie manuelle visant à mobiliser cette fois-ci en fin d'amplitude, de manière à retrouver des amplitudes complètes de la gléno-humérale. Ces mobilisations articulaires vont être prolongées dans la durée, de manière à retrouver une élasticité tissulaire complète. Comme lors de la phase précédente, des exercices d'étirement sont proposés et des exercices neuromusculaires en fin d'amplitude vont également être proposés, comme nous l'avons vu. Enfin, des exercices travaillant le rythme scapulo-huméral pour réintégrer la mobilité gléno-humérale lors des exercices d'élévation du membre supérieur vont compléter les exercices proposés en kinésithérapie.